Alors, on va parler croissance. On a des rockstars sur scène, tant côté entrepreneur qu'investisseur. Je vais les présenter. Avant ça, je vais me présenter. En 2 mots, moi j'ai été co-founder et CEO de 2 boîtes pendant 10 ans. Une qui a eu un bel exit, et ça c'est grâce à Aurélien, mon ami ancien associé qui m'a racheté avant qu'on se fasse tous racheter par un industriel, donc ça c'était cool. L'autre que j'ai liquidé après 2 ans et demi, parce qu'on a fail d'une série A, donc typiquement ce genre de talk m'aurait bien rendu service à l'époque. Et là depuis 1 an et demi j'ai rejoint AWS. Je m'occupe des startups de 20 fonds d'investissement entre la France et l'Italie, et également d'accélérateurs, dont Station M. Donc je suis très content que cet événement ait lieu là aujourd'hui. Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis en retraite salariale. Avant de vous présenter les... Oui, pardon. Avant de présenter les speakers, j'ai une question. Combien dans la salle sont fondateurs ou fondatrices ? Hey, ça fait pas mal de barjots au mètre carré. Hein. Bon, je pense que ça peut s'applaudir, ça. Donc on va s'applaudir. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut réunir autant de personnes qui sont prêtes à tout sacrifier pour leur idée. Donc bravo. Et je pense aussi qu'on peut applaudir nos rockstars sur scène. Je pense à Arthur, ancien fondateur de Price Match et cofondateur et CEO de Penny Lane. Bruno, qui a fondé le fonds d'investissement Force Capital et qui le gère aujourd'hui. Aurélien, ancien fondateur de Cheers et fondateur d'Electra. Et Boris, ancien fondateur mais qui depuis est un big investisseur chez Partech. Retraite salariale aussi. Cool. Alors, aujourd'hui, on va parler scaling, série A, comment ça se finance, comment ensuite ça s'exécute. On va commencer par vous, Arthur, Aurélien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter vos boîtes, présenter le besoin auquel vous essayez de répondre et quels ont été les milestones que vous avez atteints jusqu'à présent ? Bon, bonjour à tous, moi je suis Aurélien Demeaux, je suis le président et un des fondateurs d'une société qui s'appelle Electra. Et donc nous on est un opérateur de points de charge rapide pour les voitures électriques. Donc notre mission aujourd'hui c'est d'accélérer au maximum la transition vers la voiture électrique en facilitant la recharge et donc en déployant un réseau avec un maximum de stations de recharge rapide en France, en Belgique, en Espagne et en Italie qui sont les 4 géographies qu'on cible. Donc voilà. Un mot rapide sur mon background. Moi, je suis entrepreneur depuis 13 ans. J'ai monté une première société en 2010 qui s'appelle Cheers, qui est une application d'impression de photos qui m'a occupé pendant un peu plus de 10 ans, que j'ai cofondé et co-dirigé. C'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré effectivement Lucas, qui avait une jolie société lui-même aussi dans la photo. Et puis cette société, je l'ai revendue en 2018 à un groupe allemand. Et en 2020, je me suis relancé dans ce projet qui est Electra. Donc nous, on est une centaine de personnes aujourd'hui. On a levé à peu près 175 millions d'euros. Et on est dans une phase d'accélération assez forte. Donc c'est bien la thématique d'aujourd'hui, là, du fast scaling, pour essayer d'accompagner au maximum les millions de voitures électriques qui vont être mises sur la route dans les années qui viennent et de faire en sorte qu'on ait une infrastructure de recharge qui soit efficiente et disponible. Voilà rapidement ce qu'on fait. Merci Aurélien. Arthur ? Enchanté et bravo à tous et toutes et tous de vous être lancés aussi. Donc Arthur, j'ai cofondé une première boîte qui s'appelait Price Match en 2012, qui était un éditeur de logiciels pour aider les hôtels à faire bouger les prix en fonction de la demande, qu'on a revendu en 2015 à Booking.com. J'ai pris 3 ans de retraite salariale chez Booking.com. Et cette première boîte, on avait bootstrappé pendant les 18 premiers mois et ensuite on avait été accompagné par Partech. Et c'est comme ça que j'avais rencontré notamment Boris. Et 2018, à la fin des 3 ans chez Booking, on prend une petite pause avec mes cofondateurs et on décide de relancer une nouvelle boîte qui est celle que je gère actuellement, qui s'appelle Penny Lane. Et Penny Lane a pour vocation d'être une appli tout en un pour vous aider à gérer vos finances et votre compta. Donc gérer ses ventes, gérer ses achats, piloter sa trésor et gérer sa compta. Tout au même endroit avec son expert comptable. Et on est aujourd'hui 320. On a été immatriculé en janvier 2020 et on a levé 85 millions d'euros avec du coup Partech, Global Founders Capital, EdoSophia et Sequoia. Et Penny Lane est vraiment top, je peux le dire, ce qu'on a utilisé avec Pierre Adam. Ça ne va pas empêcher de liquider la boîte, mais c'est vraiment un truc super. Boris, Bruno, est-ce que vous aussi, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter votre rôle, votre track record
Et peut-être pour l'auditoire, présenter quelles sont vos thèses d'investissement et pourquoi typiquement vous avez cru en Penny Lane et en Electra. Bonjour à tous, donc je m'appelle Bruno, j'ai créé First qui est un fonds d'amorçage. On a une spécialité, c'est qu'on investit chez les entrepreneurs avant même qu'ils soient clients AWS, puisqu'on fait ce qu'on appelle du Day Zero Investing, donc en réalité des founders avec des PowerPoint, ça nous suffit largement. On investit des chèques qui vont entre 500 000 et 2,5 millions, la moyenne c'est autour d'1,5 million, en lead, co-lead sur des tours, 100% sur les entrepreneurs qui créent leur boîte en France. Donc le but n'est pas de rester en France, mais c'est en gros les entrepreneurs de l'écosystème français qui... tout ça repose sur la thèse que les 18-24 premiers mois de la vie des projets, c'est généralement ultra local, même si on a des ambitions mondiales. Les premiers salariés, les premiers clients se font ici. Et donc du coup on veut maximiser la vitesse d'itération avec les founders sur cette phase-là, pour derrière construire toutes les bonnes briques, maximiser la story pour lever des fonds avec des investisseurs internationaux à partir de la série A et derrière connecter les founders avec les meilleurs investisseurs mondiaux autant que faire se peut pour lever des grosses séries A. On a commencé notre activité en 2015 avec le soutien d'un family office français. Et depuis 2019, on est indépendant. On a levé du coup au total, levé et investi quasiment 150 millions d'euros en cumulé. Donc on a encore un tout petit fonds à l'échelle des fonds de VC. Et parmi les sociétés dans lesquelles on a investi, qui sont peut-être les noms les plus connus, il y a Electra évidemment, et également Payfit, Okin et Shipeo qui font du SaaS un peu Payfit et Shipeo font tous les deux du SaaS, l'un en enterprise, l'autre en SMB. Et Okin fait de l'AI sur les données de santé, donc du coup ils consomment également pas mal de computing dans le cloud. Ça c'est pour moi. Tu veux que j'enchaîne direct sur Electra ou peut-être je laisse Boris se présenter Comme tu veux. Non, vas-y, je ne vais pas laisser Boris. Pour alterner un peu. Et bonjour à tous. Donc Boris, moi je travaille chez Partech. Alors moi je suis le seul à pas avoir fondé la boîte dans laquelle je travaille. Je suis salarié de Partech, recruté par Partech. Moi je suis sur le fonds d'amorçage, donc même positionnement en termes de maturité que Bruno chez First. Partech, c'est une maison qui est assez grande. On fait des choses très early, très jeunes, comme Penny Lane à l'époque. Et on peut accompagner les boîtes via différents fonds jusqu'à du growth, dans des tickets des 50-60 millions. Avec une caractéristique, c'est des équipes et des fonds complètement différents. Donc quand on rentre chez Partech dans la case amorçage, comme Penny Lane, on n'a pas vocation ensuite à être accompagné par les fonds suivants. C'est des fonds indépendants pour avoir la même proposition de valeur que ce que Bruno mentionnait. C'est la capacité, par exemple, à aller chercher les meilleurs investisseurs possibles pour le tour suivant. Ce qui n'est pas le cas si, évidemment, quand vous avez l'orni à Penny Lane, vous dites, moi j'aimerais bien faire la série A. Après, est-ce que vous avez envie d'aller les introduire à GFC, à Edosofia ou à Sequoia? Pas forcément. Donc pour analyser d'intérêt, c'est très important. Même genre de stratégie que First, je ne vais pas répéter en détail, européen, là où vous êtes français, avec des avantages et des inconvénients à ce positionnement-là. Et puis, d'ailleurs, on n'a rien fait ensemble encore. Il va falloir que ça change. Non, mais ensemble tous les deux. Il faut que ça change. Mais voilà. Très collaboratif. Nous, notre vocation, c'est de maximiser la valeur de la cap table, y compris quand on rentre. Donc de ce point de vue-là, on pense qu'on n'est pas toujours le meilleur investisseur qui doit faire tout le tour quasiment tout seul. Donc on collabore très souvent avec d'autres investisseurs, des angels, français, étrangers. Et moi, ma passion en titre perso, c'est d'accompagner les fondateurs. Donc voilà, je vis ce salariat très bien en aidant des entrepreneurs au lieu d'entreprendre moi-même. Voilà, et puis oui, alors quelques marques, il faut citer quelques marques pour un peu... Donc Penny Lane, est-ce que ça suffit? On va en citer deux autres encore. Alan, Sorer, pour citer 3 boîtes françaises. Après, il y a des boîtes étrangères qui ont peut-être moins, CoachHub en Allemagne qui marchent très bien. Mais voilà, donc on a une empreinte européenne avec nos plus belles boîtes pour l'instant, sont plutôt françaises, c'est vrai, mais on travaille pour que ça change. Voilà. Ok, merci beaucoup. On reviendra sur la question, mais d'abord, Arthur, Aurélien, est-ce que vous pouvez expliquer à quel moment, sur quelle métrique vous vous êtes dit, ok, là maintenant, il faut accélérer? Et une fois que vous êtes dit ça, vous avez fait quoi? Vous avez pris un café? Vous avez pris quelle décision? Vous avez parlé avec vos associés, avec vos... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti le besoin d'accélérer? Et qu'est-ce que vous avez fait derrière une fois ce besoin ressenti? Pour moi, quand il s'agit de lever une série A, c'est vraiment le sentiment d'avoir le product market fit. Et donc, pour moi, quand on crée une boîte, il faut d'abord valider qu'il y a qu'on résout un vrai problème, que les gens perçoivent la solution qu'on développe comme une solution à ce problème, et enfin que les gens sont prêts à payer pour cette solution qu'on est en train de développer. Et pour moi, une fois qu'on a un bon feeling sur ces 3 hypothèses, on se lance, et après on essaie de valider plus concrètement que juste en parlant, en faisant de la user research.
sur le marché, en se confrontant au marché, que effectivement on arrive à signer des premiers clients. Et donc nous, chez Penny Lane, on s'est lancé en septembre 2019. On a écrit la première ligne de code concrètement. On s'est confronté au marché à partir de mai 2020. Tu as été un des premiers cobayes, je sais pas si clients ou cobayes, je sais pas comment on appelle ça. Et nous, ce qui nous a fait nous rendre compte qu'il y avait un product market fit, c'est qu'entre mai et décembre 2020, à l'époque, on avait signé 700 clients et c'était quasiment que de l'entrant et avec un beau taux de conversion. Et donc nous, c'était vraiment le sentiment qu'il y avait de la demande pour la proposition de valeur qu'on amenait sur le marché. Et après, on savait que c'était un produit pharaonique à construire, parce qu'on va remplacer Cegid, Sage, ces gens-là qui sont des solutions vieillissantes, mais assez complètes. Et du coup, on a levé des fonds pour investir dans la tech. Donc aujourd'hui, sur nos 300 salariés, il y en a 200 qui sont en tech et produits. Donc c'est des grosses équipes pour reconstruire ce que je viens de dire, Cegid, Sage, etc. Donc product market fit. Et après, surtout, il faut comprendre pourquoi on lève. Et nous, c'était pour développer la tech. Et alors, dans notre marché spécifiquement, notre go-to-market, il se fait principalement via les experts comptables. Donc on va chez l'expert comptable, on remplace son Sage, et ensuite lui, il équipe ses clients. Ça, c'est 90% de notre acquisition client. Et du coup, la question, c'était il faut arriver à un certain niveau pour que les experts comptables churn de Sage ou Sage. Et donc, c'est ça qui a fait qu'ensuite, on a fait la série B. C'est quand ça s'est commencé à arriver. Donc c'est un peu par étapes et hypothèses à valider, quoi. Toi, Aurélien, avec Electra? Alors, nous, on est dans un cas de figure un peu particulier qui est qu'on a besoin de fonds assez importants pour créer nos stations. Donc on a un business qui est vraiment hybride entre à la fois de la tech et de l'infrastructure. Donc on ne s'est pas dit à quel moment on va lever, est-ce qu'on va lever. De toute façon, on avait besoin de financement pour arriver à déployer le réseau, puisque sans réseau, on n'a pas de produit. Mais c'est un peu la même chose sur Cheers, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de Eureka où on s'est dit « Ah, mais là, c'est le bon moment pour lever, quoi ». On avait une ambition qui était assez importante sur un marché qui était un gros marché. Enfin, le marché de Cheers était un peu plus petit, mais ça restait quand même un marché à l'échelle européenne qui n'était pas petit. Et donc, on se dit, si on veut faire une taille de boîte qui soit au niveau européen et avoir un bon produit, donc avoir ce que tu disais, avoir une partie digitale qui est sophistiquée et d'avoir un très bon produit et être capable de le commercialiser avec du marketing, de toute façon, il faut que je lève des fonds. Donc il va falloir que je me finance, il va falloir que je mette en fait beaucoup d'argent, que je mette beaucoup d'investissement. Donc c'était pas tellement la question du if, c'est de toute façon on va le faire. Et quelle est la meilleure façon d'arriver à faire un bon tour de série A? Et donc effectivement, là il y a les sujets de product market fit, d'arriver à montrer un maximum de métriques, de début, de succès commercial, de traction commerciale. Et pour ce qui est d'Electra, nous on a mis un très très gros focus sur la partie équipe, en se disant, mais en fait, comme une station, ça met du temps à se construire et qu'on ne pourra pas montrer des métriques très probantes avant 12, 18, 24 mois, parce qu'en fait, pour faire une station de recharge de fast charge, il faut environ 12 mois. Et bien en fait, on va décortiquer ce marché donc avec une thèse de développement qui est très claire, montrer les économiques du marché et montrer qu'on a aligné une équipe de très très bonne qualité, de très très bon niveau, qui va pouvoir ensuite exécuter la thèse qu'on aura vue juste avant. Et donc ça, je pense parce que l'exercice de toute façon du début d'une boîte, c'est de rassurer en fait tout le monde, de rassurer et de convaincre des investisseurs, des partenaires, même pour être client, pour acheter des bornes au début, quand tu as un cabis qui a 6 mois ou 1 an, les gens veulent même pas que tu leur achètes leurs produits, quoi. Donc tu es vraiment dans un exercice perpétuel d'embarquer et de buy-in. Et donc ça, je pense que le fait d'avoir des équipes très très solides, de gens qui ont une forte expérience et qui viennent montrer que en fait, certes tu es jeune, parce que par nature une startup c'est une boîte qui a 6 mois, qui a 1 an, qui a 2 ans, mais dans ton organisation, tu as une expérience qui est très très forte. Donc tu as une jeune organisation, mais avec des gens très expérimentés. Ok, merci. Ça fait la transition avec la suite. Bruno, Boris, on dit généralement que sur le site, on parie sur le marché, le momentum et l'équipe, la management team, ça fait les 3M. Sur quoi est-ce qu'on valorise j'y vais pas et à combien la série A? Et vous qui avez accompagné Penny Lane et Electra dès le début, quel est le rôle des VC historiques
quand il y a le fondateur qui débarque, voilà, Aurélien Arthur, et qui dit ok, maintenant il me faut tant de patates parce qu'il faut qu'on déploie rapidement. C'est quoi ce sur quoi vous basez votre décision et quelles sont vos actions derrière? La question de la valorisation, elle est très, très difficile parce que déjà quand on rentre nous-mêmes en pré-seed ou en seed, dans les deux cas, la valo qu'on a payée pour ces deux boîtes-là, elle ne les valait pas. Ça veut dire que la valeur marchande, personne n'aurait acheté effectivement les actions au fondateur pour le prix que nous, on a effectivement payé. Donc c'est toujours un pari sur l'avenir. La réalité, c'est que souvent en série A, ça reste tout autant un pari sur l'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a aucune méthode financière rationnelle qui permettrait de justifier, en regardant le présent, le prix payé réellement par les investisseurs, même en série A. La réalité, c'est que chacun fait un exercice en se disant, si ça se passe comme prévu, où ça peut aller, et est-ce que le risk-reward, donc ce que je peux gagner, ça se passe comme prévu, versus le risque que ça ne se passe pas, correspond à un modèle de fonds. Dans des modèles comme des fonds de pré-seed seed comme First ou Partech en seed, on va se dire qu'à un moment, si on a mis 2 ou 3 millions sur une ligne, le cas ultime, c'est que cette ligne vale plusieurs centaines de millions, voire pourquoi pas plusieurs milliards. Ça ne va pas arriver souvent, mais peut-être une fois tous les 3 fonds, ça nous arrivera. Une fois par fonds, on espère avoir une ligne qui vaut au moins 100, 200, 300. Et donc ça, en fait, on cherche des objets comme ça. Et donc en fait, quelque part, in fine, ce qui est plus important qu'une question de valo, c'est de se dire la part de la boîte qu'on va prendre sur une trajectoire où ça se passe très bien, est-ce que ça peut nous amener à la fin des profits qui seraient d'une taille suffisante pour être cohérent avec notre modèle de fonds. Donc valoir 2 fois, 3 fois, 4 fois le fonds. Si on a cette certitude-là, c'est bon, la valo se fait. L'investisseur de série A, on pourrait se dire qu'il raisonne de façon un peu plus financière, c'est un peu vrai, mais la réalité c'est que quand Penny Lane ou Electra ont fait leur série A, le niveau de dérisquage de la boîte, il était quand même tout relatif. Il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait des signes early product market fit. Alors je connais pas la situation exacte d'Electra, mais le pari qui est fait, il est d'une nature qui est quand même assez similaire. Il y a des éléments qui ont été dérisqués, mais la capacité à se dire cette boîte va valoir 1, 2, 3, 4, 5 milliards, dans les deux cas, je pense qu'on était encore loin. Donc la vérité c'est que c'est ça, et que toute approche plus financière, à ce stade-là, elle va se heurter à une incapacité à définir le BP dans 6 mois. Quand on fait la série A, on ne sait pas où est la boîte dans 6 mois. Enfin, en tout cas, personne ne croit au business plan. Le business plan est un exercice de style. Donc c'est vraiment comme ça qu'on raisonne. Et finalement, le facteur numéro 1 de valo, c'est le montant levé. Parce qu'en fait, comme il y a un facteur de dilution qui va être entre 15 en étant très agressif à 30 en étant agressif dans l'autre sens pour les investisseurs, quand tu lèves X millions, de facto, tu as un range de valo qui est défini. Et donc la question n'est pas tant combien ça vaut, la question est est-ce que je suis prêt à accepter que la boîte lève autant avec l'implicite de valo un peu sous-jacent à ce stade et que ça rentre dans mes modèles de fonds. Donc c'est ça, donc moi je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, et avec après des questions philosophiques. Par exemple avec First, il y a quelques années, on n'avait pas la même approche du tout de comment on voyait les valorisations. Le marché a donné plutôt raison à First ces dernières années. On revient dans un moment maintenant, on se dit finalement, est-ce qu'on a envie d'être aussi bullish que ça? Donc il y a une question de, tu vois, à quel point tu as envie, ta thèse de fond, tu vois, c'est une thèse de dire je vais être très bullish et je m'en fous complètement de la valo, ou pas. Je vais vous donner un exemple sur Penny Lane. À l'époque de Penny Lane, nous on avait failli pas y aller, alors qu'on connaissait l'équipe. C'était fin 2019. Donc fin 2019, il faut se rendre compte qu'il n'y avait pas les licornes, il n'y avait pas les valos de folie, etc. Et je croise Arthur dans un ascenseur, on se connaissait déjà très bien via Partech, via d'autres aventures que tu as mentionnées. Arthur avait été un peu VC et Startup Studio aussi dans ses 1000 vies. Et il me dit voilà, on lève. Et je lui dis pourquoi tu lèves? Parce que tu as de l'argent, tu as déjà injecté de l'argent dans la boîte, etc. Et il me dit combien il lève et à quel genre de valo. Et je suis là, je ne sais pas si on sait faire. Alors que c'était un truc que First, c'est le genre de deal que First, nativement, c'était leur modèle et c'est ça qu'ils avaient pitché à leur LP. Et en fait, on l'a fait parce qu'on connaissait l'équipe, mais on s'est fait violence. Et un an plus tard, on s'est dit putain, heureusement qu'on l'a fait. Parce que quand on a vu la trajectoire de la boîte et la trajectoire de l'écosystème, on aurait été bien couillon de passer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Donc ça répond pas vraiment à la question, mais voilà comment je le perçois et comment je pense que on le perçoit. Merci Boris. Bon, après, Boris a été. Je vais m'arrêter. Ouais. Et aussi, c'est aussi un chercheur. Donc c'est pour ça que quand il parle des explications rationnelles, parfois on suit pas très bien. Mais alors, thèse, antithèse, synthèse. C'est ça. Bruno, justement, c'est quoi, toi, ton avis? Et surtout, VC historique, c'est-à-dire que tu as engagé, tu as embrayé avec les gars tout de suite. Tu as un intérêt quand même à ce que la boîte réussisse. C'est quoi, là, ce que tu fais pour aider les fondateurs si toutefois tu achètes leur thèse, quoi? Oui, alors, un élément de contexte par rapport à ça, et du coup, ma réponse sur à quoi on sert, ou je pense qu'on sert en tout cas. C'est que le VC, c'est un produit financier comme une dette bancaire ou comme le private equity, simplement avec du coup des investisseurs qui ont des spécialités et qui à la fin ont besoin de gagner de l'argent et qui ont du coup rentrent dans des modèles, ce que Boris appelait des modèles de fonds,
à quel montant on rentre, à quel montant on sort, combien de fois on fait ce pari, et est-ce qu'à la fin des fins, qu'on a tout vendu, on gagne plus d'argent que ce qu'on nous a confié, et on peut le faire de manière répétable. Donc ça, c'est le métier d'un VC, quel que soit son niveau, de son point d'entrée. Et du coup, et ça, c'est mécaniste, mais c'est aussi vachement impacté par les conditions de marché qui fluctuent d'une année sur l'autre, d'une décennie à l'autre. Et donc, du coup, la psychologie d'une équipe d'investissement, elle évolue aussi de manière plus ou moins forte par rapport à cette évolution du sentiment de marché. Et donc, du coup, faut avoir ça en tête pour comprendre pourquoi c'est très méthodique. Les seeds, les séries A, les séries B, c'est autant autrefois peut-être qu'il y avait un modèle d'investissement qui était on fait un peu de tout au hasard, ambiance un peu bar tabac de province. Du coup, on fait bar tabac, on vend aussi des magazines, et puis on fait aussi je sais pas quoi, du tac au tac, parce qu'on fait un peu tout. Mais du coup, au fur et à mesure que tu te spécialises, t'as un resto, un bar, un marchand de presse, et puis ça, c'est des grandes villes. Là, c'est pareil, le monde de l'investissement, c'est une grande ville avec des spécialistes de chaque étape, parce que faire une boîte à 10 milliards, c'est des milliards de micro-décisions, et chaque micro-décision d'un founder, c'est les founders qui les prennent. Chaque décision presque peut faire varier la boîte d'une trajectoire exponentielle à logarithmique à une cloche. Et du coup, à chaque décision, le rôle des founders, c'est de collecter le max d'intelligence autour d'eux pour avoir le max d'infos et prendre la décision potentiellement la meilleure pour leur boîte. Et notre rôle à nous, il est de venir injecter autant que faire se peut des trucs les plus intelligents possibles et les mettre au service des founders. Et donc du coup, donc sur le sujet du fundraising, pour répondre plus directement à la question, notre rôle, on le voit comme ça. Quand on a investi en seed, derrière, on est un peu l'espèce de lucarne sur la psychologie des investisseurs série A, série B. Donc notre job, les founders n'ont pas forcément le temps de passer leur temps à prendre des cafés avec tous les investisseurs d'Europe. Et les VC, c'est pour ça que tout le monde se demande à quoi servent les VC et qu'est-ce qu'ils font de leur temps. Et ils prennent des cafés à la place des founders, ce qui est quand même vraiment du vol. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, ils prennent plutôt que 10 à 20% d'ownership et pas 80%, parce que c'est probablement déjà suffisamment bien payé pour prendre des cafés. Et donc on prend des cafés pour comprendre comment réfléchissent les gens, pour se projeter un peu, se mettre dans les godasses de comment une équipe d'investissement va regarder un dossier en série A, et pour essayer de nourrir les founders avec qu'est-ce qui est raisonnable d'imaginer comme levée, quelles sont les métriques et comment le dossier va être perçu par des investisseurs, pour faire un espèce de sas de préparation pour arriver après lancer avec un pitch qui coche toutes les cases, et derrière l'intro, il n'y a pas de surprise parce qu'on a un peu rétro-engineeré le mode de pensée des VC de la série A ou de la série B. Et du coup, l'objectif de ça fait deux trucs: ça maximise les chances de succès, et ça permet potentiellement de maximiser les montants levés, parce que finalement, plus il y a de gens intéressés, plus il y a de compètes, plus il y a d'argent sur la table, plus il y a d'argent sur la table, plus il y a de valo, et plus il y a d'argent sur la table, plus il y a de moyens au service de la boîte pour la phase d'après. Okay. Lucas, je te vois t'impatienter, mais juste rajouter un truc. Non, mais tu vois le vrai, je fais des gros yeux en mode les gars, on est en retard. Mais on a commencé 5 minutes plus tôt. C'est vrai. Non, mais moi je tiens à dire que je suis pas du tout d'accord avec Bruno, et c'est pas une blague, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de bonne manière d'être un VC en amorçage ou whatever. Bruno, là, ça m'a l'air de travailler. Je sais pas si Pierre d'ailleurs travaille exactement pareil ou pas. Nous en interne, moi je travaille de façon très différente. Je prends pas beaucoup de café avec des investisseurs, je suis pas très réseau, je suis pas très branché, préparé à fond le prochain tour de table de façon programmatique, ce qui a des avantages et des inconvénients aussi. Donc je dis pas du tout que c'est une mauvaise façon, c'est une façon super intéressante de bosser. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans ce métier, la diversité fait la valeur. Ça veut dire que c'est pareil dans les thèses d'invest, on voit à peu près 80% des mêmes dossiers, on a peut-être 10% de portefeuille en commun. Donc en fait, on prend pas les mêmes paris. Et ce qui est super intéressant dans ce métier-là, c'est qu'en fait, chacun a son individualité, son passé, et à ses points de force. Tu as des gens qui sont super forts en opération, d'autres en recrutement, d'autres ça va être la stratégie, le business model, etc. Trouver le product market fit, préparer le prochain tour, qui est le job de tout VC. Et c'est ça qui est super intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on peut faire ou pas faire, mais ce que je trouve super intéressant, c'est que j'écoutais, je me disais, mais moi je bosse pas du tout comme ça. Et je me disais pas, mais il bosse mal. Je me disais, c'est super intéressant qu'on y bosse. Je devrais faire plus de ce qu'il fait, mais moi je bosse différemment. Et cette diversité-là, donc c'est très dur d'avoir une manière de définir une manière de faire le job, parce qu'il n'y a pas une bonne manière. La bonne manière, c'est celle qui nous correspond. Il faut quand même que ça corresponde au marché, qui ait une envie de bosser comme ça. Parce que si je dis, moi je bosse comme ça et que personne n'a envie de bosser avec un VC comme ça, il y a un problème. Bruno, on a notre propre product market fit quelque part.
Oui, Ouais. alors non, la balle courbe, le mec qui simplifie en disant je ne fais que ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 mais Commencez encore à une fois, filmer, il la critique mettez pas sur du les tout. réseaux, c'est le moment. Mais je disais, je me désolidariser de cette vision-là, même si je pense qu'elle est réductrice même pour toi. Bon, ok, là les gars, on est en retard. Ah bah non, attends, mais eh, si, viens, non, si. Tu peux te battre. Les bicis, ça passe. Bon, et d'ailleurs, je tiens à dire que Aurélien a même pas le temps de prendre des cafés avec ses potes, mais ça, c'est entre lui et moi. Justement, Aurel, Arthur, c'est hyper intéressant ce qui a été dit, c'est-à-dire que chaque VC travaille différemment. On aimerait tous être à la place d'une startup qui a le choix de différents VC et pas s'offrir au seul qui a envie d'investir, ça c'est chouette. Justement, vous, quand vous avez senti le moment que c'était, allez, faut faire la série A, comment vous l'avez budgété ? Est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'on a demandé, enfin voilà, comment tu le budgètes et surtout comment tu te prépares parce qu'un roadshow en série A, c'est pas rien quoi. T'es constamment sur la route, dans les avions, t'es obligé de prendre des cafés que tu prenais pas avant. Faut que tes équipes, d'un point de vue opérationnel, elles les assurent parce que tu seras pas tous les jours 24 sur 24 au bureau. Faut aussi préparer les équipes. Et puis, entre guillemets, il y a des promesses que tu as faites en seed. Et là, si t'as pas tenu toutes tes promesses, va falloir que tu aies une bonne explication en série A. Donc, comment tu fais à ce moment-là pour la penser et pour l'exécuter, cette levée de fonds? Arthur, peut-être au début. Alors moi, je vais juste, un truc qui a été dit qui est très vrai, c'est que je pense qu'il n'y a aucune rationalité. Il n'y a aucune rationalité et il n'y a que le marché qui a raison. Et moi, si je regarde, donc avec Penny Lane, on a fait 3 levées de fonds plus un truc intermédiaire. Notre seed, il y avait plein d'investisseurs qui se battaient et c'était très facile. Et en fait, ma série A, en fait, on avait ce fameux product market fit, on avait signé nos 700 clients et tout, mais on avait la particularité, comme on ne peut pas remplacer Cegid chez un expert comptable en faisant 8 mois avec un MVP, on avait commencé en étant nous-mêmes cabinet comptable pour avoir des utilisateurs comptables chez nous, pour avoir vite des retours d'utilisation de notre plateforme. Et ensuite, dans un second temps, on a distribuer la solution aux comptables et aux entreprises. Et quand j'ai levé la série A, j'avais certes un product market fit, mais j'avais encore une grosse incertitude, dans ma tête non, mais en tout cas pour les investisseurs, qui était, je leur disais, j'étais un cabinet, et maintenant je vais vendre un SaaS aux deux côtés, aux comptables et aux entreprises. Et à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'investisseurs qui étaient très chauds pour y aller. Et donc j'étais plus dans une situation comme tu as décrite, où j'avais pas non plus l'embarras du choix. Et en fait, le pivot, après, on l'a fait assez rapidement. Et du coup, 3 mois après notre série A, Sequoia est arrivé et a dit, en fait, on ne leur avait pas parlé avant, mais ils ont dit on veut continuer, on a doublé la série A. Mais du coup, pour répondre à ta question, je pense que le mieux, c'est de bien faire le boulot avant. Et si tu fais bien le boulot avant, normalement, ta levée de fonds, pour moi, ça devrait être une formalité. Si tu es bien convaincu, etc., si tu as bien anticipé, je conseille toujours de parler au VC un peu en façon, pas continue, mais en amont. Faut pas que le moment où tu vas lever, c'est la première fois que tu parles au VC. Je pense que c'est important qu'ils aient pu voir la boîte évoluer, voir que ce que tu promettais, tu le délivres, etc. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense que c'est bien de mettre en place un process un peu compétitif pour justement ne pas perdre de temps et surtout aussi de ne pas se tromper de ce que tu optimises. Je vois parfois trop de fondateurs qui vont optimiser à tout prix la valo. C'est pas forcément le truc le plus pertinent. Et souvent, ils vont oublier le fit avec les investisseurs. Ils vont oublier qu'il y a des 30 000 conditions qu'on leur met dans leur pacte après la valo, ce genre de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de bataille. Ce seraient mes conseils. Ok, merci Arthur. Toi Aurélien, peut-être plus sur le côté... Bon, toi tu disais, c'est un peu particulier, Electra, tu sais combien ça te coûte d'installer des stations de recharge, donc ça tu es capable de voir combien tu vas en faire, combien tu vas en mettre, mais sur le budget, et puis aussi surtout vis-à-vis des équipes, il y a quelque chose qui se dit, les gars, on part en roadshow dans 6 mois, donc il faut délivrer maintenant, et puis après je serai peut-être pas très présent, puis après c'est quoi les contacts? Enfin, tu prends un café avec Bruno, et tu lui dis, bon, au fait, Bruno, je vais chercher... parce que, je vais chercher à faire x10 sur ma levée cette fois-ci, quoi. C'est quoi le truc? Moi, je suis d'accord avec Boris et avec Bruno. Je suis le trait d'union. Je suis d'accord avec Boris sur ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'en fait, tu peux te budgéter ta levée, et donc effectivement, pour l'exercice, tu vas dire, voilà, j'ai besoin d'1,5 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, peu importe. Mais at the end of the day... Tout le monde, je pense, ici, dans cette salle, a des business avec des ambitions importantes.
Et donc tu sais que en fait, le plus de cash tu peux lever, le mieux c'est. Parce que le cash, tu pourras toujours l'utiliser pour recruter les meilleures personnes, pour le dépenser en marketing, pour ouvrir un nouveau pays. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est en tout cas essayer de lever, d'avoir le maximum de moyens pour bien exécuter ensuite ton projet. Si tu as 5 millions, c'est mieux que 3 millions pour... tu vois, on parle de l'industrie des outils de comptabilité de finance. Bon, bah, c'est un marché extrêmement profond. La recharge d'énergie, c'est très profond. Il y a plein de marchés très profonds. Et tout le monde sait très bien qu'en série A, avec 3, 4, 5 millions, avoir une ambition européenne, bah, en fait, ça ne sera pas suffisant. Et que donc, en fait, et c'est là où je reviens sur les cafés, comprendre la psychologie des investisseurs, c'est fondamental. Parce que quand tu es entrepreneur, tu vas avoir des fonds qui sont des beaux fonds, tu leur présentes ton truc, tu as l'impression de tenir quelque chose de bien dans les mains, et si tu te prends un no-go, ben, ça peut être un peu vexant, un peu blessant, tu peux te prendre porte sur porte sur porte. Et en fait, nous on a levé avec un leveur de fonds, puis là avec une banque d'affaires, et je trouve que ça aide à mettre un proxy avec justement ces fonds-là, et donc on va t'expliquer, bah oui, mais en fait, lui, en fait, actuellement, il n'investit pas sur cette industrie-là, donc c'est pas forcément toi, ton projet qui est nul, c'est que actuellement, c'est pas la thèse, ou alors ils ont déjà une participation sur cette thématique-là, donc ça rentre pas dans les cases. Il y a 10 milliards de raisons en fait pour lesquelles un fonds ne fait pas un deal, malgré le fait que, bah, en fait, il en pense pas moins que ton business, il est pas dégueu. Boris, je lui avais proposé le sujet Electra. Bon, il m'a dit, voilà, c'est génial ton projet, mais aujourd'hui, ça ne cadre pas exactement avec notre thèse d'investissement. Donc, on avait du mal avec le play infrastructure, tout en reconnaissant que c'était un bon play et que des gens bien allaient le faire. Ça, on savait que voilà. J'ai pris un café avec Bruno, on en avait parlé. Non, mais je pense que donc, compréhension de la philosophie des investisseurs, et nous, en fait, le fait d'avoir des leveurs de fonds, ça nous a pas mal aidé de ce point de vue-là, parce que ça nous a permis de structurer le discours et d'être ultra sharp sur la façon aussi de le présenter. Qu'est-ce qu'ils attendent des investisseurs? C'est quoi le point exactement qu'on met en exergue? Je me souviens, chez Chausson Finance, en 2015, on fait une série A de 6 millions. Et chez Chausson Finance, qui était notre lever, on rentrait, on faisait des mock-up interview, quoi, où pendant 1 heure, on pitchait le truc. Et ensuite, après, on faisait les rendez-vous en one-to-one. On était 2 co-founders. Et celui qui a eu le plus de deuxième rendez-vous, eh ben, ils avaient mis un petit jeu. On gagnait genre 20 € ou un truc comme ça. En fait, c'est un vrai exercice et il faut s'y préparer. Je trouve que les levers, c'était pas mal de ce point de vue-là. Et je suis tout à fait d'accord avec Arthur sur le fait de overthink. Oui, mais alors, est-ce que je vais lâcher 15, 16, 17, 18% de mon capital? En fait, dès lors que... Je pense que le seul et unique truc qui compte, c'est la traction, le succès commercial et de mettre toutes les chances de son côté pour pousser et faire émerger en fait le projet. Ensuite, sur l'aspect optimisation capitalistique et patrimoniale, il y a 10 milliards de façons dans l'equity story d'arriver à avoir des phénomènes de rattrapage ou autres qui permettent de corriger un tout petit peu des valorisations qui auraient été peut-être un tout petit peu faibles au départ. Et encore, tout dépend du point de vue. Mais je pense que c'est... En fait, c'est pas le bon enjeu, quoi. Le bon enjeu, c'est d'aller chercher un maximum de cash. Et ensuite, de toute façon, bah, je pense qu'à titre patrimonial, ici, en tant qu'entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs, bah, que tu termines avec 22, 23, 24, 27% de ton entreprise, ça ne change pas fondamentalement, toi, ton histoire patrimoniale. Ni de contrôle, ni de gouvernance, puisque tout le reste est pacté. Donc je pense qu'il ne faut pas trop mettre d'énergie là-dessus. Pas se tromper de bataille. Ok, merci Aurélien. Alors justement, Bruno, Boris, là on passe la série A, c'est fait. On a Electra, Penny Lane, ça lève 85, 175 millions, ça recrute 300 collaborateurs, 100 collaborateurs, tout ça en l'espace de quelques mois seulement. C'est quoi les garde-fous? Est-ce qu'en tant que VC, on a envie de mettre des garde-fous? Alors il y a le pacte, mais pas seulement, il y a les relations avec les investisseurs pour que les types ne brûlent pas la chandelle par les deux bouts, quoi, et qu'il reste de l'argent à la fin de l'année, que le plan il soit délivré. C'est quoi le rôle d'un VC à ce moment-là en disant ok, maintenant tu as beaucoup de cash. C'est aussi le moment où les fondateurs peuvent peut-être souffler un peu parce qu'à titre perso, il faut un petit cash out et du coup ça peut permettre de renflouer tous les investissements qu'ils ont pris sur la tête à titre perso. Donc c'est quoi la clé de l'accompagnement à ce moment-là pour éviter que ça part en sucette? Tu veux parler des cash out? Alors juste pour à mon avis, faut pas trop se mettre en tête qu'il y a des cash-out au moment de la série A. Ça se voit quand même assez rarement. Donc, du coup, c'est plus à partir de la série B que ça peut arriver. Et c'est d'ailleurs très sain. C'est un truc pour lequel nous on milite, blague à part. Mais
les investisseurs série A, série B le font plutôt au moment de la série B qu'au moment de la série A. Enfin, tout s'est vu évidemment, tout se voit, il y a toujours des exceptions. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui se passe une fois la série A empochée, ce qui est en fait finalement la même chose que après le seed ou après n'importe quelle levée de fonds. Et back to mon point de tout à l'heure sur chaque étape de la vie. Donc c'est un exercice très normalisé, seed, série A, série B. Une fois qu'on décide de jouer au jeu du venture funding, il faut rentrer dans un modèle de financement qui est effectivement très step by step. Et du coup, chaque step a des enjeux, a un programme, a des hypothèses, ce que décrivait Arthur tout à l'heure, des hypothèses à tester, à valider avant de passer l'étape d'après. Donc c'est un truc assez méthodique en fait. Et donc du coup le but il est de s'assurer qu'on est bien sur le bon chemin pour valider ces différentes hypothèses et qu'on se met pas à avoir commencé à déployer trop de capital sur des trucs qui ne sont pas en lien avec ces hypothèses, voire à dépenser trop vite dans un contexte où oui, le but de la série A c'est souvent l'accélération commerciale. Donc accélération commerciale veut dire faire grossir le chiffre d'affaires, la marge. Normalement ça doit permettre de limiter le burn d'une certaine façon. Le problème c'est qu'on recrute d'abord et on fait du chiffre d'affaires après, donc des fois on peut se retrouver avec recruter beaucoup de gens et pas avoir le chiffre d'affaires qui catch up parce qu'on n'a pas recruté les bonnes personnes, on a recruté trop de gens, on a fait des tests, les tests sont pas concluants, etc. Et donc tout ça c'est effectivement plein de trucs qui arrivent tout le temps dans la vie des boîtes en seed, en série A, en série B. Et effectivement, c'est assez anxiogène le moment où on se retrouve avec un burn qui dépasse ou qui est 2 fois supérieur à ce qu'on avait prévu. Mais bon, la réalité, c'est que à partir de la série A, et c'est vrai qu'en plus, à partir de la série A, on parle de montants plus significatifs, et donc ça fait encore plus peur. La première étape, c'est déjà d'avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on veut faire et dans quel ordre. Deuxièmement, une vision claire de comment est-ce qu'on suit le cash et comment est-ce qu'on reporte avec quel rythme, parce qu'effectivement si c'est pour consulter le compte bancaire tous les 6 mois, probablement que ça va pas suffire. Et donc faut prendre Penny Lane, bien entendu, ça c'est vraiment la base. Et donc déjà avec ces outils là ça permet quand même de gérer l'essentiel des problèmes. Et après, il reste la question de, fondamentalement, est-ce qu'on recrute les bonnes personnes et est-ce qu'on est sur le bon chemin par rapport à tout ce qu'on avait prévu de tester. Et là, c'est le plus important, en fait, c'est que du côté des entrepreneurs, il faut avoir conscience de ça et avoir la lucidité de se dire, le but n'est pas de faire croire aux gens que ça marche. La première victime de si ça marche pas, c'est moi. Et donc il faut s'assurer, et en général c'est quand même le cas à partir du moment où tu es passé à travers les fourches codines de plusieurs levées de fonds, en général tu as le cuir bien tanné, donc tu as quand même plus trop peur d'être lucide sur ce que tu fais bien et pas bien. Ça c'est l'avantage quand même de passer à travers ces exercices. Mais l'objectif essentiellement c'est de garder cette lucidité et de se challenger, de se dire est-ce qu'on a recruté les bonnes personnes, est-ce qu'on est dans le plan, est-ce qu'on délivre par rapport en ligne avec ce qu'on avait prévu de délivrer, et le cas échéant, si c'est pas, et au contraire si c'est pas le cas, comment on corrige le tir rapidement quoi. Ok. Boris, en 3 minutes, parce qu'après il nous reste une question. Toi, peut-être plus la question, quel est le bon comportement, mais avec justement avec une donnée supplémentaire, c'est quel bon comportement les fondateurs doivent adopter pour que à ce moment-là la relation soit toujours bonne et qu'il y ait ces contrôles. Moi je préfère cette question parce que la question d'avant, il y avait un côté, ça aurait pu être interprété comme paternaliste en mode les pettis jeunes ils ont plein de thunes, est-ce qu'ils vont pas faire n'importe quoi, et heureusement qu'il y a des darons qui arrivent pour donc non, c'est pas ça. En général, l'entrepreneur, on leur fait confiance et ils sont grands pour être quand même capables d'avoir une bonne gestion. Donc, je pense que c'est important pour pas donner l'impression qu'en fait le VC arrive pour dire attendez, bon t'as plein d'argent, je suis ton papa, je vais t'apprendre. C'est pas ça la relation. Si t'as ça, t'as un problème d'entrepreneur et d'investisseur. Donc ceci étant posé, un plan c'est un objet qui vit. Donc à un moment donné, à une étape donnée de fundraising, de levée de fonds, tu vends un plan. Donc tu le construis avec ton board existant, tes investisseurs historiques, tes cofondateurs, et parfois tu le co-construis avec le marché, tu itères, le VC dit attends mais du coup là c'est pas assez agressif, c'est trop agressif, etc. Et ce plan, il y a 2 séries d'hypothèses, des hypothèses sur ta performance en tant que boîte interne, donc les hypothèses dont parlait Bruno, ta performance commerciale, comment tu vas recruter, etc. Et il y a le marché externe. Et ce marché externe, c'est qu'à un moment tu fais un plan en se disant je pense que si je fais ça, dans X quarter, je serai capable d'aller lever. Là il s'est passé des choses récemment
quand même dans l'écosystème, qui fait qu'en fait les hypothèses extérieures pour 100% des boîtes ont été revues. C'est-à-dire que même la boîte qui performe le mieux, aujourd'hui, sa capacité à se fonder à un certain niveau de valo, elle a changé. Tu vois, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les meilleures boîtes, elles revoient tous leurs plans en se disant est-ce que c'est raisonnable de continuer à embaucher aussi vite, à dépenser autant, indépendamment de leur capacité à atteindre leur métrique ou pas. Tu as un autre effet qui se coule, qu'évidemment, comme il y a une crise économique, etc., la plupart des gens, les revenus sont un peu plus durs à atteindre. En général, pas pour toutes les boîtes, mais pour un certain nombre de boîtes, quand même, le cycle actuel, il est plutôt dans le mauvais sens que dans le bon sens. Ce qu'on n'a pas vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on a eu l'effet un peu contraire sur beaucoup de boîtes. Et donc, il est normal que ce plan y vive. Il n'y a aucun investisseur digne de ce nom qui va dire tu m'avais dit ça, t'as pas fait ça, mais t'es nul. C'est une co-construction, donc c'est aussi de l'importance. Je reviens. Malheureusement, il y en a quand même. Oui, bon. non, voilà. Non, mais tu as raison. Et donc, du coup, noms. j'allais en venir au point que vous avez mentionné, c'est l'importance de choisir les bons partenaires. Il y a un fit humain, mais aussi le fait de se dire si on construit un objet ensemble, savoir si en décembre 2023, je suis à 167 équivalents temps plein ou à 1,2 million de revenus. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que je suis sur une trajectoire qui va m'emmener à un horizon 5-10 ans sur l'objet que je vais construire. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Et donc, du coup, sur l'aspect plus opérationnel, les fondateurs, en général, ils se retrouvent pas avec plein d'argent en se disant merde, qu'est-ce que je vais en faire. Tu avais quand même un plan, tu avais une logique, tu avais une roadmap. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cet effet oh mince, j'ai touché l'auto, qu'est-ce que je vais faire. Donc, déjà, généralement, tu t'animes sur un plan. Ce plan-là, logiquement, souvent, quand tu es dedans, le plan est un peu plus beau. Tu sais que tu as vendu un truc, c'est peut-être un peu plus compliqué que la réalité, ou tu sais que c'est le plan plutôt bullish. Donc parfois, il y a de la petite recalibration. Souvent aussi, parfois, entre le début du fundraising et la fin du fundraising, la performance de la boîte, elle a évolué. Donc parfois, tu es on track avec ce que tu as vendu, parfois moins. Mais en tout cas, il y a une notion de se dire on va exécuter ce qu'on a vendu en l'adaptant en permanence. Donc si tu veux, il n'y a pas ce côté mince, je me retrouve avec plein d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Pour autant, et là, c'est là que je suis pas tout à fait forcément d'accord avec toi, Aurélien. C'est quand tu. Parce que tout à l'heure, Aurélien. Tout le monde prend aujourd'hui. Mais non, Aurélien. j'étais super content. Il me dit, je suis d'accord avec toi. Et il dit un truc, je dis merde, mais j'ai pas dit ça, moi. Bref, donc c'est que je dois vraiment mal m'exprimer. Et donc, du coup, moi, je crois pas forcément que, surtout tôt, que trop d'argent, plus d'argent soit nécessairement mieux. Parce que déjà, il y a l'effet mécanique de si tu lèves 5 au lieu de 3, ta valo sur 5, elle va être plus élevée que 3. Et il y a un aspect psychologique, c'est que quand tu lèves une valo élevée, le tour suivant, il va falloir. La dynamique des tours veut que l'investisseur va avoir du mal à investir s'il dit bon, moi, tu vas les 15 de dernier tour. Moi, je serais prêt à investir à 12. C'est possible mathématiquement, mais ça crée un truc qui est assez psychologique, qui est aussi captable, mais qui est assez psychologique, de se dire merde, la boîte marche pas. Si elle n'arrive pas à une dynamique ascendante de valo, la boîte marche pas, premièrement. Et le deuxième élément, c'est que la frugalité, surtout tôt dans la vie de la boîte, tu te rends compte que moi, j'ai plein de boîtes que j'ai financées, j'ai pas honte de le dire. Au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que la thèse commune qu'on avait avec les fondateurs, tu vois, de se dire c'était pas du tout ça. Et donc, tu recommences tout. Et littéralement, j'ai 3-4 boîtes qui font des trucs radicalement différents aujourd'hui. Quant à ça, si tu avais levé plein de millions, que tu avais commencé à embaucher pas mal, et que tu te retrouves avec une grosse voilure de salaire, mais surtout aussi de people, c'est vachement plus dur de changer la direction. Tu as 15 mecs qui se disent mais le CEO, il comprend rien. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Et donc, quand tu es 5, un petit noyau dur, ou 10, ou whatever. Donc, mais en tout cas, je trouve que ta question, elle présuppose le fait que l'argent tomberait du ciel et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et les fondateurs qui vont avoir besoin d'être managés, c'est des fondateurs qui sont des animaux un peu bizarres. Et moi, personnellement, je préfère ne pas accompagner les fondateurs ou fondatrices qui vont devenir fous quand ils ont de l'argent. Quand ils ont de l'argent, pas sur leur compte en banque, mais sur le compte en banque de la boîte. Mais donc, je pense, moi, j'ai jamais vu le. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que. Bon. C'était une stand-up comédie. Non, mais On comme quoi le super pingre en fait. Non, mais le fundraising, ça se vit par les tripes, quoi. Voilà, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux peut-être répondre là-dessus? Et après, moi, j'ai une question, c'est comment est-ce que tu priorises l'investissement? Sur quoi est-ce que tu te bases pour dire j'investis tant dans les people, j'investis tant dans le market, j'investis tant dans la tech et voilà, c'est la question que je vais te poser, Aurélien, mais tu vas peut-être répondre. Non, mais je disais ça par rapport au fait que tu disais de toute façon, en fait, ta valorisation, elle va être calibrée par rapport à la taille de ton tour. Et donc, mon prisme d'entrepreneur, c'est de me dire partant de là, essayons d'avoir le tour le plus high possible, quoi. Oui, mais je comprends pourquoi tu n'es pas d'accord, mais je trouve que c'est assez théorique, si je peux me permettre. Et que dans la pratique, sur des business ou des marchés sur lesquels il y a des fonds qui investissent en série A, il y a des profondeurs de marché importantes, il y a des marchés français, européens à aller chercher. Tu as toujours besoin d'un peu plus d'argent que ce que tu penses. Tu es toujours un peu ambitieux sur ton business plan. Je termine juste là-dessus. Tu es toujours un tout petit peu ambitieux. Tu as toujours un petit peu plus de burn que ce que tu penses. Post levée de fonds, nous, notre lever, il nous disait il y a le premier board, on appelle ça le oh shit meeting. Donc c'est le meeting où là, on est plus
dans une démarche de séduction et de levée de fonds. Et en fait, on ouvre un peu tous les placards. Et non, mais en fait, le CAC, il est à 12, mais en fait, il est plutôt quand même à 13,5 si on retraite quand même cet effet-là, etc. Et donc là, on déshabille un tout petit peu la mariée. Voilà. Mais c'est normal, c'est le jeu. Mais tout ça, une terrasse de café, imaginez-vous quand même. Hein. Mais donc, ce que là-dessus, pour éviter le syndrome du ah ok, en fait, ok, pas ouf cette boîte. Le business, c'est la même chose depuis 3000 ans. C'est de la confiance. Et donc, nous, on s'est dit deux choses. Un, il y a on appelait ça les 100 jours, donc comme à la présidentielle, avec mes cofondateurs actuels et mon cofondateur précédent. C'est-à-dire que les 100 premiers jours en post-investissement, eh ben, je vais être impeccable, nickel, mettre la relation dans le bon sens, être aux petits soins, aller baiser la babouche de mes investisseurs quand ils le souhaitent, et vraiment être un bon élève. C'est très important parce que c'est ce qui met la dynamique de ok, ces gars-là, peut-être qu'il y a un décalage de quelques centimes, de quelques euros sur leur CAC, etc. Mais au moins, ils sont très business partners, ils sont ultra réactifs, très bon mindset, et donc je sens que la collaboration va bien se passer. Et la deuxième chose, je dis vraiment une banalité, tu lèves pas mal de fric, CFO, outils, et tu traques, tu pilotes, parce que, comme tu dis, c'est un plan mouvant, le plan, il faut le réactualiser tous les 6 mois, mais si tu montres que tu pilotes bien le truc, que tu traques tes euros au cordeau, bah, à partir de là, tu peux avoir des discussions intelligentes, c'est tout. Et après, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Franchement, ça dépend des business, des thèses. Moi, my 2 cents opinion, c'est attention au côté international. Je trouve aussi que les fonds ont tendance à trop pusher trop vite à l'international. L'international, en Europe, c'est pas du tout les US. Aux US, il y a le dollar, l'anglais, 400 millions de consumers et ça scale à mort. C'est génial. En Europe, c'est extrêmement compliqué. Pourtant, tu l'as fait, Aurélien. Tu l'as fait et avec Cheers. Je l'ai fait, mais je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait plus ou moins de succès avec Cheers. On a ouvert des bureaux à Londres qu'on a débouclés 6 mois après, etc. Mais on a quand même eu notre petit succès. On faisait 35-40% de chiffre d'affaires à l'étranger. Mais c'est des langues différentes, parfois des currencies différentes. Le UK sont même. Enfin, c'est très très compliqué. Et donc, et toutes les boîtes, d'ailleurs, toutes les scale-up qu'on voit aujourd'hui. Tu parles avec Doctolib, Alanza. L'international, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut essayer de se dire, peut-être que je fais 1 ou 2 pays et je vais bien le faire. Mais en tout cas, parce que c'est souvent le sujet, en fait. La série A, c'est le scale. Et donc, le scale, c'est quoi? C'est on va essayer de répliquer notre product market fit sur d'autres géographies. Et ça, là-dessus, je pense que c'est le point qui est très, très sous-estimé. C'est la capacité à réussir à l'international. Regarde toutes les scale-up en France aujourd'hui. Le nombre de ces scale-up qui sont très successful à l'international, il y en a combien? Pas tant que ça, finalement. Donc, c'est vraiment un exercice périlleux. Et c'est là où tu peux perdre beaucoup de cash très vite. Ok, merci Aurélien. Arthur, une question pour toi. Bon, on est en retard, mais désolé aux organisateurs, on va bientôt terminer. Comment on fait pour recruter plus de 300 personnes? Enfin, est-ce qu'on fait des conneries à ce moment-là? Comment est-ce qu'on devient un serial recruteur pour avoir 300 collaborateurs en l'espace de 6 mois, non? Alors, donc, nous, c'était surtout du recrutement tech. Donc pour les fameux 200 tech et produits qu'on a. Au début, on se reposait sur des agences, mais on a estimé que comme c'était vraiment le cœur du modèle, il fallait internaliser. Et donc, on a monté notre propre équipe de Talent Acquisition Tech et produits qui était calibrée sur un plan où le marché extérieur ne changeait pas. Après, on a réduit les objectifs de recrutement. Donc on a un peu réduit aussi l'équipe recrutement, mais c'est monté à peut-être 8 personnes full-time en CDI pour recruter, sachant que les standards de marché, c'est qu'un recruteur ou une recruteuse tech recrute à peu près 2-3 personnes par mois si elle atteint ses targets, quoi. Donc pour en recruter 200, il faut pas mal de monde. Après, il y a des critères faut avoir des bons process et des bons critères pour recruter. Donc nous, on a énormément insisté sur le fit culturel avec la boîte. On s'est assuré que en tout cas, je pense les 200 premières personnes dans la boîte ont toutes rencontré au moins un des cofondateurs. On est 7, alors ça aide. Oui, vous êtes 7, donc effectivement. Donc voilà. Et non, au final, nous, on n'a pas eu trop d'erreurs de recrutement. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et le vrai enjeu, c'était recrutement tech produit. Alors un des trucs, c'est, je pense, surtout pour des gens qui lancent leur boîte aujourd'hui, se poser tôt la question du remote. Donc nous, dès le début, Penny Lane, on a été remote first sur la tech et le produit. Et donc aujourd'hui, on a des devs notamment dans 16 pays.
toujours time zone Europe pour qu'ils puissent collaborer efficacement. Et en gros, Portugal jusqu'à la Jordanie et Finlande jusqu'à l'Égypte. Oui, t'es vraiment allé jusqu'au bout. Oui. Voilà. Un grand tour. Et ça nous a permis d'augmenter le talent pool de façon significative et du coup d'embaucher vite, mais sans baisser nos critères, de personnes qui connaissent Rails React, qui ont au moins 5 ans d'expérience et qui sont dans le top 5-10%. Voilà. Ok, merci Arthur. Bruno, Boris, pour terminer, en 30 secondes chacun, vraiment j'insiste, hein, qu'est-ce que vous dites à vos boîtes en portfolio qui vous disent on veut lever des fonds, on veut faire une série A en 2023, on y va, on n'y va pas? Vous avez entendu la question? D'accord, en 30 secondes. Non, voilà, qu'est-ce qu'on dit? On y va, on n'y va pas en 2023, série A, et si oui, c'est quoi les conseils là? Alors, c'est vraiment genre l'intégralité de tous les problèmes du monde actuel en 30 secondes. Le premier truc, c'est je pense que les bonnes boîtes qui ont des bons fondamentaux, elles arrivent à se financer dans toutes les conditions de marché. Il faut juste, comme je disais tout à l'heure, être réaliste par rapport à la psychologie et la capacité des investisseurs à payer un certain prix par rapport à un certain niveau de risque et un certain niveau de maturité. Donc ça revient toujours à qu'est-ce qu'on a démontré, où on en est sur ce qu'on voulait démontrer, qu'est-ce qui reste à démontrer, est-ce que le marché a changé ou pas, et combien est-ce qu'on peut prétendre lever dans ce contexte-là. Et donc du coup, à la fin, ça revient à cet exercice de réalisme et de lucidité par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et donc déjà, quand on fait ça, quand on a une boîte avec des bons fondamentaux qui est lucide sur ce qu'elle est capable de lever avec ces fondamentaux-là dans le marché, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir lever. Parce qu'on a la chance d'être dans un marché où il reste plein d'investisseurs qui ont tous de l'argent et qui ont plutôt globalement une envie de faire et une envie d'investir. Simplement pas à n'importe quel prix, dans un contexte où ils ont plein d'opportunités parce que plein de boîtes cherchent à lever des fonds et dans un contexte où eux-mêmes sont en flip parce qu'ils ont leurs réserves qui sont existantes et ils sont plutôt dans un mindset de se dire je ne sais pas quand moi je pourrais retourner lever de l'argent auprès de mes investisseurs, donc je ne vais pas me précipiter à balancer tout ce pognon dans plein de boîtes parce qu'après une fois que j'aurai tout fait, je pourrais plus rien faire. Donc du coup, je serais coincé. Donc il y a clairement des réticences, clairement une très forte sélectivité, beaucoup plus de questionnements, beaucoup plus de doutes. Et tout ça, ça, comme disait Aurélien, ça se règle aussi à coup de confiance dans ce qu'on va faire avec cet argent et dans l'opportunité qui est derrière. Donc à la fin, on dit jamais aux gens va pas lever parce que d'abord c'est irréaliste dans un contexte où les boîtes elles ont tout ce qui est intéressant dans une startup qui lève de l'argent en venture, c'est la croissance quand même, parce que le but c'est de faire des grosses boîtes. Donc si on n'arrose pas des plantes pendant 3 ans, à la fin on n'aura jamais des jardins luxuriants, quoi. Donc faut aussi garder l'appétit pour le risque et la capacité à déployer du capital et à faire des choses. Simplement, la barre d'exigence en focus, excellence d'exécution, compréhension ultra fine de où va chaque euro et à quoi il sert, déjà une fois qu'on met tout ça de son côté, on augmente drastiquement ses chances de réussir à se financer dans toutes les situations. C'est back to le point de Boris tout à l'heure. Évidemment, si tu lèves trop, le mauvais élève qui lève trop d'argent, qui le dépense n'importe comment, qui le suit pas complètement où ça va et qui se dit la tendance suivra, je vais me balader avec mon joli deck des super couleurs et puis ça va le faire. Déjà ça marchait pas, c'était pas forcément le modèle qui marchait même en période explosive. Alors du coup aujourd'hui ça n'existe évidemment plus, mais c'est pas non plus très sain de toute façon comme comportement. Boris, pour conclure. En 30 secondes pareil. Alors vraiment 30 secondes. Les mêmes 30 secondes. Vous avez chacun eu vos 30 secondes extensives. 30 secondes. Non mais en gros il y a plusieurs cas. Il y a le cas où tu as besoin de lever parce qu'en fait tu n'as pas de cash dans quelques mois. Donc en fait la question, il n'y a pas de question, en fait il faut y aller, quoi. Tu as le cas où tu peux avoir usage de l'argent et du coup ça peut valoir le coup de lever, mais tu n'en as pas forcément besoin. Et tu as le cas où honnêtement tu as suffisamment de cash pour les prochaines années et tu n'as vraiment pas besoin de t'engager. Donc déjà ça va dépendre vraiment. Deuxième chose, c'est la valo que tu as au dernier tour. On revient à ce point là, c'est que moi je peux le dire, j'ai des boîtes qui ont levé à des valos très 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 élevés objectivement, et où maintenant dans le marché actuel tu dis il va falloir un petit peu de temps, quelques quarters, voire certaines quelques années pour revenir dans cette valo là. Donc quant à ça, t'as plutôt pas envie d'être dans cette situation en ayant besoin de l'argent. Alors il se trouve qu'en général ça va bien parce que c'est des boîtes qui ont les caisses pleines, mais ce que je veux dire, donc ces facteurs là ils jouent. Et j'ai rajouté un troisième truc aussi de beaucoup d'humilité. Moi j'ai 2 boîtes là
qui ont dû se mettre en fundraising en septembre parce qu'elles avaient quasiment plus de cash. On avait déjà bridgé, c'est des boîtes qui marchent bien, mais pas encore bien au sens où elles sont en série A. On avait fait le pré-seed, on a fait une sorte de seed extension. Maintenant, c'est une sorte de gros seed, early Series A. C'est pas le moment idéal. En septembre, on est allé sur le marché. Personne ne savait exactement ce que les Series A investors allaient faire. En tout cas, moi, j'ai peut-être pas pris assez de café sans blague. Mais j'étais un peu perdu sur. Ils me disaient, mais qu'est-ce que. Je leur dis, je sais pas. Moi, je parle au marché. Je sais pas ce que va faire le marché. Et tu te retrouves là un peu comme un con, mais t'es obligé. Et en l'occurrence, ces deux boîtes-là, elles ont signé leur term sheet hier et aujourd'hui, et elles ont eu une term sheet chacune. Donc ce que je veux dire, c'est que après avoir parlé à 50, 60, 70 investisseurs, donc la vie est peut-être startup dans 5 ans, on s'auto-congratulera en disant oui, mais ce succès est formidable. La réalité, c'est que moi, dans beaucoup des belles aventures que j'ai vécues pour l'instant, j'ai vu que en métaphore, souvent c'est comme ça, ça se joue à ça. Donc la capacité à donner vraiment un conseil sur l'année 2023, si tu veux, moi j'ai du mal à donner sur le quarter d'après. Et par contre, ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que plutôt le bon conseil en ce moment, c'est de se dire si tu n'as pas vraiment besoin de lever, tu peux toujours aller tester le marché, mais à la limite, va pas lever et c'est le mieux. Mais quand tu as besoin de lever, tu y vas et tu fais au mieux. Et puis le marché, il parle aussi, vraiment, comme tu dis Arthur, le marché parle. Et la réalité, c'est que dans un environnement qui bouge très vite, même nous, au contact des VC, on a du mal à savoir comment sur un dossier les VC vont réagir. Mais parfois, tu n'as pas le choix. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup. Je vais vous demander deux choses. Un, d'applaudir, parce que franchement, c'était top. Et la deuxième chose, j'ai toujours pour habitude de faire une photo avec les speakers en selfie avec tout le monde derrière qui lève les bras. Donc je vais demander aux speakers de se mettre derrière moi. Désolé, Aurélien, tu fais la gueule, mais tu vas voir, c'est sympa de se rappeler ce moment. Et derrière, je veux que tout le monde lève les bras, s'il vous plaît. 1, 2, 3, la photo, ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à tous.